Salut, moi c'est Bastien et je vous propose tout de suite un petit récap sur mon tout premier Ironman sans expérience. Allez, je vous emmène avec moi. Ouais, l'Ironman c'est vraiment un vieux rêve pour le coup. Pour la petite histoire, je pense que je suis un peu comme tout le monde. J'ai vu la vidéo d'un père qui trimballait un fils tétraplégique. Ça circulait à un moment donné sur Facebook, à l'époque où Facebook rendait encore pas mal. Et en fait, tu le vois traîner une barque avec son fils derrière. Il nage, le gars, un forcené et tout. Ensuite, il le prend à bout de bras, il le pose sur son vélo, un vélo aménagé forcément. Il part en vélo avec son fils devant, tout ça. Et pareil, après, il se met à courir avec une espèce de fauteuil roulant ajusté pour son fils. Et en fait, fait un Ironman avec un fils tétraplégique. Donc en fait, le gars, il trimballe un adulte sur un Ironman, ce qui est déjà genre incroyable. Tu te dis, waouh, qu'avant de voir cette vidéo, je savais pas du tout ce que c'était qu'un Ironman. Ensuite, je découvre l'Ironman, je me dis, waouh, c'est génial, j'adore et tout. Alors à l'époque où j'ai découvert ça, moi j'étais uniquement nageur. Je courais pas, je faisais pas de vélo. Mais je me dis, waouh, c'est vraiment cool. Et puis quelques années après, bizarrement, j'ai une amie qui m'envoie un message en me disant, ouais, je me suis inscrit sur un Ironman. Je crois que c'était la première édition de l'Ironman de Vichy. Ça dit de le faire avec moi et tout ça. Alors bon, déjà à l'époque j'étais un peu connu pour faire des défis comme ça au pied levé. Je lui dis ok, allez, je m'entraîne et puis je m'inscris avec toi. Je m'entraîne pendant 10 mois, donc je me mets à faire un peu de vélo, je me mets à courir un peu aussi. Et en fait, en parallèle à ça, je m'étais engagé à l'armée et donc l'armée m'appelle le 2 août. Et la compétition, l'Ironman de Vichy, c'était le 31 août. Je crois que je me suis entraîné 11 mois et je suis rentré à l'armée à la place. Donc c'était cool parce que j'avais une bonne condition physique quand je suis rentré à l'armée, mais par contre, j'ai pas fait l'Ironman. Donc c'était un vieux rêve dans ma tête que j'ai gardé assez longtemps. Et puis en fonction de ton emploi du temps, des différentes missions qu'on a eues avec l'armée et tout ça, ça s'est pas forcément arrangé. Et cette année-là, il s'avère que j'avais pas de projet sous la main, j'avais envie de faire quelque chose, et puis ça traînait dans ma tête depuis tellement longtemps que ça a commencé à me gratter vraiment, et je me suis dit allez, c'est l'occasion, je m'inscris et puis on verra les modalités après quoi. Comment s'inscrire à un Ironman? En fait, c'est hyper simple, il faut juste un peu d'argent. C'est le souci. Ils ont un site qui est vachement bien fait, alors faut parler un tout petit peu anglais quand même. En l'occurrence, si tu t'inscris à un Ironman en France, il y a la traduction française, mais si par exemple tu t'inscris à un Ironman à l'étranger, il y a la traduction éventuellement anglais c'est sûr, allemand et espagnol peut-être, mais français c'est pas automatique. Tu vas sur le site, tu vois un peu les modalités, tu t'inscris, tu laisses un rein ou un poumon parce que en l'occurrence un full c'est autour de 700 €. Après, forcément, quand tu achètes le dossard, il te propose tout un tas de choses en plus. Il y a une option pour que tes proches puissent être au plus près du départ natation, carrément sur la plage, parce que sinon, ils sont quand même beaucoup plus loin. Et aussi dans le couloir final de l'arrivée, donc c'est assez sympa, tu vois, tout le monde voit les images où le gars il arrive avant de passer l'arche, il prend sa femme dans ses bras. Tu as des options, tu peux acheter la chaussure officielle de la course, voilà. J'ai pris l'option juste des photos. Pour mon premier Ironman, tu as tout un tas de photographes le long de l'épreuve. Après, tu as des options, tu peux faire graver ta médaille, tu as plein de trucs. Donc après, c'est vraiment chacun voit midi à sa porte. Honnêtement, faire graver ma médaille avec mon temps et tout, je savais que de toute façon, mon premier Ironman, j'allais pas faire un chrono de fou furieux. Après, chacun, encore une fois, voit midi à sa porte. Si le gars se dit ouais, je vais faire qu'un seul Ironman dans ma vie, ce qui est très peu probable parce que tu prends vite goût, je veux absolument que mon temps soit gravé sur ma médaille, puis je vais afficher ma médaille chez moi, dans un cadre, dans un truc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Savoir que graver la médaille ça coûte tant, les photos ça coûte tant, l'addition ça monte super vite quoi. Quand tu arrives sur place c'est hyper bien fait parce que pour aller retirer les dossards, tu passes par une espèce de village sponsor et tout. Et donc, tu auras forcément envie d'acheter le t-shirt, mon premier Ironman, tu auras envie d'acheter des t-shirts à tes proches, supporters, machin, truc. Et voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Honnêtement, je pensais y aller et acheter 2 t-shirts. Alors pour 60 €, j'ai acheté un peu plus et j'en ai eu pour 120 €. Donc en plus du dossard, en plus de l'hébergement, faut être préparé psychologiquement à mettre la main à la poche un peu tout le temps. Parce que entre temps, c'est pareil, tu prends ton dossard et tout. Mais si t'es pas dans un club de triathlon, quelques semaines avant l'épreuve, ils vont t'envoyer un mail pour te dire avez-vous une licence de triathlon?
Bah forcément, j'en ai pas. Donc prenez une licence provisoire de triathlon qui est valable pour l'épreuve, machin, c'est 40 euros. Donc tu mets 40 euros par-ci, et puis voilà. Et puis non, non, ouais, c'est un bon budget, faut avoir ça en tête. Faut avoir ça en tête. En fait, faut savoir que si tu pars de zéro, comme moi par exemple, j'avais jamais fait de triathlon de ma vie, t'as quoi dans ton armoire? T'as éventuellement des chaussures pour courir, t'as peut-être un maillot de bain qui traîne quelque part. Même si tu le fais avec le strict minimum, c'est quand même un budget, il faut t'acheter un vélo, avec le vélo il faut un casque, il faut des chaussures, il faut, ce qui est pas mal c'est la trifonction. La trifonction c'est la tenue que tu gardes pendant les 3 épreuves. Donc en fait tu l'as à la nage, tu l'as au vélo, tu l'as à la course à pied. Après à la nage tu as une combinaison, tout ça mis bout à bout, plus l'hébergement, le voyage, les repas. Tu vois, moi en tout et pour tout, j'ai pas fait le calcul exact, mais je pense que je suis autour de 9 000 euros. Il y a moyen de réduire vraiment les 9 000 euros. Hein. Moi déjà j'ai pris un hôtel et pas un Airbnb. Mais quand tu es à l'hôtel, t'as pas de cuisine, donc tu es un peu obligé de sortir tout le temps pour aller manger. J'avoue que je suis un peu compétiteur sur les bords. Et du coup, quand je vais au magasin et que j'ai le choix entre une paire de chaussures à 120 euros ou une paire de chaussures plaque carbone à 300 euros, même si je sais que ça va me servir à rien, je vais me dire à 300 euros finalement, après tout ce que j'ai mis, c'est pas tant que ça. Mais quand tu fais le ratio, en fait, à la fin, 100 euros par-ci, 100 euros par-là, ça va quand même vite. Ouais, je pense vraiment qu'il y a moyen de réduire les coûts. Hein. Moi, à un moment, c'est une anecdote, sur le vélo, peut-être à mi-parcours ou même peut-être un peu plus, j'ai vu un mec en between. Ouais, véridique. J'ai vu un mec en between, donc vraiment le vélo le plus basique de Decathlon. Et je me mets à son niveau et je dis attends gars, tu fais ça en between, mais t'es un ouf. Et il me dit ouais, mon Giant il est au garage. Alors je sais pas si c'était vrai, mais je dis ah ouais, t'es chaud quoi. Enfin, surtout qu'on était déjà à une centaine de kilomètres. Donc le gars, pour reprendre une expression que j'ai vue il y a pas longtemps au JO, il tenait la dragée haute au gars quoi. Tu vois, il était péchu le mec. Tu vois tout, alors tu vois des mecs avec des vélos aéros à 15 000 euros ou peut-être même 20 000 euros, avec des roues de fou et tout. Tu sais, quand ils te dépassent, ça fait un bruit de train, tu t'entends. Tu fais, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis en fait, c'est juste un mec en vélo. Et puis pour autant, prochaine côte, le gars, tu le déposes, tu le vois plus jamais. Mais à côté de ça, au milieu de la course, tu croises un gars en between, s'il te plaît. C'est comme on dit, l'habit fait pas le moine. Alors après, ça aide un peu hein, entre un gars qui a un vélo qui pèse 6 kilos et un gars qui a un vélo qui pèse 12 kilos. Qui est mon cas, je suis sûr que dans l'école, tu sens quand même une petite différence. Quoi. Enfin, tellement à dire sur ça. Ouais. Sur le matos, mais le matos, t'as tout. Hein. Moi, le premier truc que j'ai fait honnêtement quand je me suis inscrit sur l'Ironman, c'est aller sur YouTube et puis taper Ironman de Nice, Ironman de ci. J'aimais bien avoir les retours d'expérience des gens qui faisaient leur premier Ironman ou sur les vidéos de présentation des Ironman, même si c'est en anglais ou quoi. Tu regardes un peu les vélos, tu regardes un peu les combis. Et puis ce qui est pas mal aussi, c'est d'avoir... on a tous un peu un ami ou un pote qui fait du triathlon ou qui en a fait. Moi, j'avais la chance d'avoir un voisin qui était très très chaud en vélo et aussi un ancien collègue qui était aussi très très chaud en vélo. Du coup, j'aurais demandé plein de conseils. D'après toi, j'avais déjà un vélo de route, mais c'était pas vraiment un vélo adapté au triathlon parce qu'il n'avait pas les prolongateurs, parce que plein de choses. T'es pas confort dessus et tout, enfin ça allait pas trop. Et ils m'ont conseillé plein de choses. Ils m'ont conseillé par exemple de faire une étude posturale. L'étude posturale, c'est un peu, à mon sens, c'est un peu la base avant de se lancer des grosses sessions de vélo pendant la période de préparation. Enfin, moi, c'était 2 gars, donc c'était un kiné plus un gars qui était spécialiste en posture. C'est eux qui m'ont corrigé un peu, ils m'ont corrigé mes chaussures. Moi, mes cales sous mes chaussures de vélo, je les avais mises comme ça, à l'arrache. Et eux, ils m'ont dit, ah ouais, attends, t'es un peu désaxé, comme ci, comme ça. Ils voient un peu comment t'es posté sur le vélo et tout. Et donc, c'est eux qui vont corriger des petites choses. Ils vont reculer la selle, ils vont avancer la selle, ils vont monter ton guidon, ils vont redresser, tout ça. Donc, j'y suis allé. D'abord, l'étape numéro 1, c'était d'acheter un vélo qui, selon moi, faisait le job pour l'Ironman. Alors, après, ça encore, c'était un choix personnel. J'aurais pu faire avec mon vélo de route. En fait, tu sais, sur mon vélo de route, j'ai un cintre qui est plat.
et je trouvais pas les prolongateurs qui pouvaient aller dessus. Je me suis dit bon bah tant pis, perdu pour perdu, j'achète un vélo. Il s'avère qu'en plus au même moment je connaissais quelqu'un qui avait fait des triathlons et qui vendait son vélo. Donc ça tombait plutôt bien, voilà, j'ai pris son vélo. Étape numéro 2, c'était d'être bien positionné sur le vélo. Parce que si tu te blesses après, pendant un mois, tu peux plus rien faire. D'où l'étude posturale. Et seulement après, commencer à prendre des grosses charges d'entraînement. Je crois que la plus grosse semaine que j'ai faite, alors on m'a un peu insulté pour ça parce que je me suis fait mal au dos, mais c'était 300 km sur la semaine de vélo. Alors je sais pas si c'est beaucoup, moi on m'a dit que c'était beaucoup. Et j'avoue qu'à l'issue de cette semaine-là, j'avais extrêmement mal au dos et j'ai mis 2 semaines à m'en remettre. Donc c'était peut-être pas ce qu'il y avait à mieux faire dans la préparation. Mais en l'occurrence, on m'a dit maintenant il faut que tu bouffes du vélo. Moi j'ai été bête et con, j'ai dit ok, je vais bouffer du vélo, je vais faire que ça, que ça, que ça. Le matos a quand même son importance. Pareil pour la combinaison de natation. La combinaison de natation, il y a très peu de monde qui n'ont jamais fait de triathlon, qui ont déjà essayé une combinaison de natation finalement parce que ça coûte hyper cher. Alors t'en as à tous les prix, c'est pareil, tu vas à Decathlon, t'en as à 150 euros, et puis tu vas chez, je sais pas, Orca, t'en as, moi la mienne elle vaut 650 balles. Pour aller faire 3 km 8 dans la mer, c'est cher payé quand même. Le rapport au kilomètre, il est un peu incroyable. Ouais. Mais ça c'est pareil, c'est important de nager un peu avant le triathlon avec parce que c'est une habitude, tu sais, genre moi ça m'oppresse un peu au niveau des épaules. Moi qui ai fait 18 ou 19 ans de natation, je nageais en moule bite. J'avais pas, j'avais pas un truc là qui me serrait de partout, qui me brûlait le cou et tout. T'apprends tout ça, tu vois les vidéos, tu vois les gars ils mettent de la vaseline, machin, tu te dis pourquoi ils font ça? En fait, tu nages une fois avec, tu comprends tout de suite pourquoi ils font ça. Après, tu mets de la vaseline. La première fois, tu fais du vélo, tu mets pas de crème solaire. Après, t'en mets quand t'as des grosses traces de bronzage toutes pourries. Tu mets de la crème solaire. Enfin, c'est que des petits trucs comme ça, mais c'est le métier qui rentre aussi après, quoi. Alors ça, c'est un vaste sujet. Sur YouTube, sur Internet, d'une façon générale, je trouve tout et son contraire. En fait, je pense que c'est vraiment propre à chacun. C'est-à-dire que moi, je venais de la natation, donc je savais que faire 3 km 8, si tu veux, c'était l'histoire d'une heure dans ma tête. Donc ça me faisait beaucoup moins peur que les 180 km de vélo ou le marathon qui suivait tout ça, quoi. Donc déjà, pour commencer, je me suis inscrit à l'Ironman en hiver. En hiver, forcément, tu peux pas faire beaucoup de vélo parce que t'as pas forcément l'équipement. Moi, c'était mon cas, j'avais absolument rien. T'as peut-être pas forcément encore le bon vélo. Alors tu peux quand même faire tourner les jambes, c'est ce que j'ai fait. 1 ou 2 fois, j'étais dans une salle et j'ai fait du home trainer. Ça marche quand même. Donc j'ai commencé par beaucoup courir et reprendre progressivement la natation parce que ça faisait des mois que j'avais pas mis le cul dans un bassin. En fait, en natation, le gros problème, c'est que tu perds tout très très vite. À la base de la base en natation, c'est vraiment la glisse. Donc j'ai nagé un petit peu quand je pouvais. J'ai couru beaucoup parce qu'à l'armée on fait que ça. Un peu de renforcement musculaire en parallèle parce que ça me semblait important d'être en bonne forme et de renforcer un maximum tout ce qui était articulation et puis les muscles principaux de toute façon. Et puis quand je pouvais, j'allais faire un peu du home trainer à la salle. Du coup au début, sachant que ce qui me faisait le plus peur c'était le vélo et la course, j'aurais voulu faire entre guillemets ou approximativement en tout cas 50% de vélo. J'aurais dû faire 50% de vélo, allez, 40 courses et 10% de nage. Je pense que j'ai plutôt fait 20% nage, 60 course à pied, 20% renfo ou vélo. Voilà, après quand il a commencé à faire beau, que j'avais mon vélo, que j'avais fait l'étude posturale et tout ça, j'ai mis beaucoup plus d'intensité au vélo et un peu moins sur les autres sports. Le problème c'est qu'il restait 3 mois, quoi. Du coup, ça fait pas beaucoup de temps, sachant qu'en plus, à la fin, tu es obligé de réduire la charge de travail pour rentrer en période d'affûtage avant l'épreuve, quoi. Donc ouais, peut-être que si c'était à refaire, je ferais un petit peu différemment. De façon optimum, quelqu'un qui est bon nulle part, parce que si tu es un pro du cyclisme, en fait, ça sert à rien de faire 50% de vélo. Comme si tu es champion de France de marathon, ça sert à rien de faire 25% de course à pied. Enfin, tu l'as déjà, c'est pas acquis, mais tu as juste à le maintenir en fait. Quelqu'un qui est pas extraordinaire dans les 3 disciplines, à mon avis, la base de la base, c'est 50% vélo, 25 natation et 25 course à pied.
Après, ce qui se passe aussi, c'est que à l'Ironman que j'ai fait, quand je parlais avec les gars, souvent, ce qui leur faisait vraiment peur, c'était la natation. Parce que déjà, nager dans la mer, bah, c'est pas forcément évident. Moi-même, hein, j'ai vu les dents de la mer comme tout le monde quand je commençais à plus voir le fond, ce qui arrive très très vite à Nice. J'étais un peu comme ça. Le jour J, les requins, tout ça, t'y penses pas, hein. Souvent, ouais, ce qui leur fait peur, c'est la natation. Parce que, en fait, sur le triathlon, il y a très peu de bons nageurs. Enfin, il y a très peu de nageurs tout court en fait. Souvent, c'est ce qui leur fait le plus peur parce que c'est un peu là qu'ils perdent des points de vie et donc ils donnent beaucoup trop de force par rapport à ce qui reste derrière. Et du coup, bah, ils savent que la natation, c'est un peu ce qui va leur faire mal avant d'attaquer le vélo et la course à pied qui sont quand même bien plus longs en rapport temps qu'une heure de nage, quoi. Donc après, c'est pareil, quelqu'un qui est vraiment mauvais en natation, bah, il faut qu'il commence par essayer d'aller prendre des cours de natation ou de faire beaucoup de bassins pour obtenir une espèce de base assez rapidement et après accentuer là où il saura qu'il sait déjà en faire, quoi. Et c'est assez drôle la partie natation parce qu'en fait, quand tu vas récupérer ton dossard, si c'est le premier Ironman que tu fais, il te donne deux bonnets, il te donne un bonnet comme tout le monde et il te donne un bonnet orange où c'est marqué j'espère devenir Ironman. Tu vois, bah, tu le mets ou tu le mets pas. Moi, je me suis dit, bah, allez, je joue le jeu et je l'ai mis. Et donc, en fait, tu vois plein de gars avec des bonnets orange. Donc, tu te dis quand même, il y a énormément de gens pour qui c'est le premier, tu vois. Et du coup, ouais, c'est assez marrant. Ouais. Le jour J, c'est un peu, comme dit ma compagne, le jour de course, c'est jour de fête. Ce qui est vraiment compliqué, c'est pas l'Ironman en soi. La préparation, pour moi, c'est là que tout se joue. Le jour J, bah ok, il peut y avoir un peu plus de vent, il peut faire très chaud comme c'est arrivé. Tu peux faire une erreur d'hydratation, de nutrition et tout ça. Tout ça, c'est une gestion et c'est hyper important aussi. Mais en fait, le plus important, ça va être les mois avant l'épreuve. Bah, tu as eu une grosse journée, il n'a pas forcément fait beau, tu te fais violence, tu débranches un peu le cerveau et tu te dis allez, je mets les chaussures, je vais courir, j'avais prévu de courir, bah, je vais courir. Ok, bah, il pleut, bah, c'est pas grave, je sors mon vélo et puis peut-être ça s'arrêtera quand je partirai. À mon sens, c'est vraiment ça, le gros travail psychologique à faire, c'est vraiment de réussir à se faire violence. Mon petit truc pour ça, c'est je fais mon programme en début de semaine parce que je sais pas pourquoi, moi j'aime bien le début de semaine. Le lundi pour moi c'est allez, il y a une semaine devant toi, tu peux faire tout ce que tu veux et tout. Là j'ai un agenda old school, vieille école, je mets tout. J'inscris tout. Tel jour tu vas nager 1 heure, tel jour tu vas courir 1 heure, tel jour tu vas faire 3 heures de vélo, machin et tout. J'inscris tout. Et à partir du moment où c'est inscrit, sauf cas de force majeure, je le fais. Alors après, il y en a beaucoup aussi qui ont besoin de ne pas être seuls. Ça aide vachement. Moi, j'avais réussi à motiver pas mal de collègues sur la partie course à pied du moins. Du coup, ils me suivaient sur le programme. Eux, ils adaptaient à leur niveau et tout. Bon, voilà, quand t'es pas seul, des fois, c'est quand même vachement plus simple de se motiver. Donc ouais, psychologiquement, et selon moi, c'est vraiment la clé, c'est de réussir à se faire violence pour être assidu sur les phases d'entraînement. Hydratation et nutrition, c'est une des clés de la course. Nous, amateurs qui n'en avions jamais fait, c'est vraiment un truc qu'on a tendance à négliger. Ça a été un petit peu mon cas parce que j'avais contacté un gars spécialisé dans les ultra-distances et les machins comme ça, qui m'a demandé 300 balles par mois. Vu déjà tout ce que j'avais mis, je me suis dit bon, il a l'air bien et tout, il est un peu connu sur YouTube, c'est cool, mais ouais, ça fait cher quand même. Donc je l'ai pas fait. À la place de ça, j'ai regardé un petit peu des trucs que je trouvais sur internet, sur YouTube. J'avais défini quand même avant la course des moments où je prenais à la sortie de la natation, je me disais ok, je prends un gel comme ci, au vélo à tel moment, je prends une barre comme ça, un gel comme ci. Là, par rapport à l'hydratation, je vais prendre un bidon de ça, un bidon de ci. Et en fait, mais c'est sûrement ce qui fait la différence entre les amateurs et les professionnels. Quand tu es dans ton épreuve, enfin moi en tout cas ça m'a fait ça, quand j'étais dans mon épreuve, il y a eu des moments où j'y ai pensé et en fait je me suis dit vas-y, je le fais au ressenti. Du coup, bah, quand je voyais un ravito alors que j'avais pas prévu de trop manger ou trop boire ou tout ça, des fois je prenais des trucs
que j'avais soit mal gérés parce que je les avais déjà mangés ou déjà bu, soit je prenais des trucs que j'avais dans mon vélo, mais j'avais la flemme d'ouvrir ma trousse pour prendre le gel, machin et tout. Alors qu'au ravito, bah, ils te le tendent, donc tu as juste à le prendre, tu l'arraches, tu le prends, terminé. J'avoue que ça c'est vraiment un truc perfectible pour moi. Et c'est sûrement ce qui m'a coûté beaucoup de temps sur la course à pied. On y reviendra sûrement après. Il y a eu un moment où j'ai eu un gros coup de moins bien. J'aurais pu éviter ça en gérant mieux ma nutrition et mon hydratation. Selon moi, il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on trouve sur internet et éventuellement en parler à des gens qui sont du métier ou prendre quelqu'un. 300 € par mois, c'est peut-être un peu cher, mais il y a des gens qui proposent des formules, je ne sais pas trop ce que ça vaut parce que du coup je ne l'ai pas encore fait, et qui sont bien moins chères, à base de 90 ou 100 € par mois. Vraiment, il faut surtout pas négliger ça en se disant ouais mais c'est bon, d'habitude je fais 100 bornes de vélo, je prends un sneaker et un coca et ça passe bien. Le jour J, faut te dire qu'avant le vélo, tu as la natation. A priori, il y a des gens qui au milieu de la natation prennent un gel. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler de ça. Après, course à pied et tout, tu arrives à la course à pied, tu es tellement entamé, tu viens de faire 180 bornes de vélo dans des montagnes comme ça, là, et tu as nagé 3 km dans une mer, pas déchaînée, mais dans la mer. En fait, tu arrives à la course à pied, tu es flingué, donc tu réapprends à marcher, et en fait, t'arrêter, prendre un petit gel, un petit machin, c'est bien, mais il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que par exemple, ils proposent des gels caféinés, ils proposent des gels classiques. Si par exemple, toi, tu te dis « Ah, caféiné, c'est bien, ça va me mettre un coup de fouet », mais que tu en prends à tous les ravitaux, au bout d'un moment, ton intestin, il va faire « Eh oh, tu vas t'arrêter, mon gars !» En fait, faut vraiment faire gaffe à ça, quoi. L'hydratation et la nutrition, c'est presque une discipline à part entière, je pense. Honnêtement, le jour J, moi, j'ai pas ressenti une grosse pression. Surtout que c'est assez bien fait parce que, alors je sais pas si c'est fait pour ça, mais sur l'Ironman, tu déposes ton vélo et tes sacs de transition la veille. J'ai récupéré mon dossard même l'avant-veille. Donc en fait, c'est tellement échelonné que la pression monte doucement. Mais c'est pas d'un coup, t'arrives, on te bazarde tout, allez vite, il faut te dépêcher de poser ton vélo, te faire ci, te faire ça, machin. Non, là c'est vachement plus progressif. Tu vas déposer ton vélo, tu vois un petit peu le parcours, tu passes au village, tu vas déposer tes sacs de transition, tu vérifies que tout est prêt. Et bien avant, quand tu as récupéré tous tes sacs de transition et tout, tu te dis ok, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je prends pas. Donc en fait, c'est vachement prémédité. Et en fait, le jour J, à part te lever ultra tôt, essayer de manger tout ce qu'il faut, aller aux toilettes, c'est très important, et puis te rendre sur les lieux avec tout ce dont tu auras besoin, parce qu'il faut quand même mettre tes bidons sur le vélo, tout ça, il y a encore des trucs à faire, hein, mais tu es quand même assez serein. Enfin moi en tout cas, mon état d'esprit le jour J, j'étais hyper serein. Tu sens que ça monte à l'intérieur, mais personnellement j'étais pas plus stressé que ça. J'avais mes proches avec moi, ça allait être une belle journée, il faisait super beau. Le seul petit moment entre guillemets où on va commencer à sentir un petit stress, moi j'avoue que j'ai peut-être une toute petite larme aux yeux, c'était quand tu es dans les sas, que tu attends en fait pour partir à la nage. Tu sais, ils ouvrent les sas, donc tout le monde est là en combi, voilà, on est tous là les uns les autres, il y en a qui ont déjà mis leurs lunettes, d'autres pas encore, on se regarde tous dans le blanc des yeux, et t'as le mec qui chauffe la foule, qui est avec son micro, des fois t'as des petites musiques un peu épiques, tout ça, t'as les pros aussi qui partent 5 minutes avant nous. Tu sais, t'as une espèce d'effervescence qui fait que voilà, ça monte quand même, ça monte doucement, et tu sens que ça y est, c'est aujourd'hui, c'est le jour J, c'est maintenant, quoi. Ça fait des mois que tu t'entraînes pour ça, des années que tu y penses, et en fait, ça y est, c'est là, quoi. Tu y es, et au top, c'est parti, quoi. On verra ce que ça donne. Psychologiquement, là, j'avoue que j'ai senti que c'était, ça y est, enfin. La natation, on en avait parlé. Donc déjà, tu attends un certain temps sur le tapis là, en attendant de pouvoir partir. Jusqu'au moment où tu as le mec au micro qui fait 5, 4, 3, 2, 1, ok, go. Et puis à la base de ce qui est marqué sur le règlement, c'est qu'ils font partir les mecs 6 ou 8 par 8, histoire que justement il n'y ait pas trop de monde d'un coup dans l'eau. Bon, le jour J, il y a une espèce de filtrage, il y a une espèce d'entonnoir avec des barrières et tout.
Ça permet qu'il y ait quand même pas trop de monde d'un coup dans l'eau. Mais pour autant, le truc des 6 par 6, 8 par 8 toutes les 4 secondes, moi je l'ai pas vu. Il y avait des volontaires qui étaient au niveau des barrières et en fait, tu t'arrivais à la barrière, tu passais direct, quoi. Il y a personne qui disait non, non, arrêtez-vous, on attend 4 secondes. Ensuite, à Nice, Nice, c'est pas une plage de sable, hein, c'est galets. Galets, quand tu mets les pieds dans les galets, t'as mal. En fait, la plage, elle descend comme ça à pic, donc tu mets les pieds dans les galets, t'as mal, tu te casses la gueule. Et puis, au moment où moi j'arrive, je mets à peine mes pieds dans l'eau, il y a une espèce de grosse vague qui ramène 5-6 mecs qui étaient déjà partis. Donc les gars, ils se retrouvent échoués comme ça sur les galets. Tout le monde se regarde en mode on y va pas? Bah oui, on y va. On part dans l'eau. Je sais pas si c'est propre à Nice ou quoi, mais tu vois rien. C'est hyper trouble, hyper opaque. Et du coup, tu pars, et en fait, encore une fois, on me l'avait dit, mais je le découvre le jour J, c'est de la boxe. Ah ouais, c'est de la boxe. Il y a des gars qui te passent dessus, il y a des gars qui nagent de travers, ils te rentrent dedans, ça t'enlève les lunettes. Moi, heureusement, j'ai pas eu les lunettes arrachées, mais j'ai vu quelqu'un qui était en train d'essayer de remettre ses lunettes, tant bien que mal, sur le côté. Les gens, ils nagent dans tous les sens. Au début, c'est vraiment la guerre. Et puis après, t'en as qui volontairement s'écartent. Le gros souci de s'écarter, c'est que tu as vite tendance à faire beaucoup plus de distance, parce qu'après, il faut revenir. Et puis voilà, en fait, l'idée, c'est de se dire, allez, je résiste un peu, et puis au bout d'un certain moment, ça va commencer à s'espacer un petit peu. Et il faut savoir qu'un truc, c'est que à chaque fois que tu arrives à une bouée où tu vas tourner ou passer au niveau des bouées, enfin Nice en tout cas, ça fait comme un 8 un peu, tu as 2 boucles, après tu reviens et tu fais une autre boucle. À chaque fois sur les bouées, donc des fois ça s'espace un peu, et puis dès que tu arrives à la bouée, bizarrement tu vois tout le monde qui te revient dessus. Ça peut être un peu oppressant pour quelqu'un qui a pas l'habitude. Mais ouais, c'est vraiment la guerre dans l'eau. Je pensais pas autant. Il y a un gars, il m'attrape la cheville une première fois, je me retourne, je fais wow! Et il me fait ouais, pardon. Je fais ok, bon. Et puis peut-être 10 mètres plus loin, on continue de nager, et il le refait. Et là, j'ai pas mis une grosse patate, mais j'ai tapé un peu dans son épaule. Et il a fait ouais, c'est bon. Mais c'est que ça. Il y en a, c'est des abuseurs, hein. Enfin, limite, s'ils peuvent s'accrocher à toi pendant 3 km, ils le font. Ça m'a déstabilisé parce qu'on m'en avait parlé, mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant comme ça. Il y a un tips peut-être, je sais pas ce que ça vaut. Moi, personnellement, ça m'a pas servi, mais ça aurait pu. C'est de mettre 2 bonnets. Il faut savoir que quand tu perds ton bonnet, tu prends une pénalité parce que tu es obligé de nager avec un bonnet, parce que sinon tu es moins visible, tout ça. Et donc on m'a dit que c'était pas mal de mettre 2 bonnets. En fait, la technique, c'est que tu mets un premier bonnet, tu mets tes lunettes et par-dessus tu mets un autre bonnet. En gros, le cordon de tes lunettes est pas à l'extérieur, et donc si quelqu'un passe le bras sur ton bonnet, ça t'arrache pas direct les lunettes, tu vois. Il faut savoir un truc aussi, c'est pas mal de faire ses besoins avant, parce qu'en fait, une fois que tu es parti, j'ai découvert ça à mon insu, c'est grave chaud de faire pipi en nageant. En fait, tu es tellement dans ton truc que tu nages, et puis au bout d'un moment, tu te dis ah mais ouais, c'est vrai, j'ai envie de faire pipi. Et puis du coup, tu te dis bah vas-y, fais pipi. Et puis là, tu nages, tu fais j'arrive pas. Je me suis arrêté de faire des jambes pour pouvoir y arriver. Et ça m'a pris peut-être, je sais pas, 800 ou 1000 mètres de réussir à me concentrer pour me dire allez, fais pipi, allez. En fait, on attend quand même assez longtemps entre le moment où on rentre. Quand tu arrives avant l'épreuve de natation, là, donc tu as tout un tas de sas, de trucs avec des barrières où les proches peuvent pas venir avec toi et tout ça. Et donc en fait, c'est pas mal d'arriver avec déjà ta combinaison sur toi. Parce qu'en fait, en gros, tu vas rentrer dans l'espèce de process là où tu vas passer à ton vélo et tout. À ton vélo, tu vas mettre tous tes bidons, tes barres, tes gels, tes trucs, tout ça dans ton vélo. Ensuite, éventuellement, tu peux passer aux toilettes. Alors souvent, il y a une queue énorme. Mais c'est peut-être pas mal de le faire là. Ou alors carrément avant, et après t'attends assez longtemps pour pouvoir partir nager, mais après sur le vélo ou en course à pied c'est plus compliqué quoi. Donc après donc tu finis la nage, quand tu sors de ça tu es complètement brassé. En fait quand tu mets les pieds et que tu te relèves, donc parce que tu vas nager le plus loin possible, donc toi tu nages, quand tu tends le bras, tu sens les galets quoi. Donc, et en fait quand tu te relèves, d'un coup quand tu mets tout ton poids de corps sur tes 2 pieds, sur les galets, en fait tu dis oula, ça fait mal ça. Il suffit qu'à ce moment-là il y ait une espèce de rouleau qui te
qui te dégomme les genoux, bah en fait tu tombes un peu comme une merde quoi. Heureusement il y a les bénévoles qui sont jusqu'à la taille dans l'eau et qui te guident vers la sortie. Donc après tu mets les pieds sur le tapis, ça va tout de suite mieux et là tu te dis ok, allez, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je viens de faire, ok, étape 1 sur 3 c'est bon, c'est coché. J'avais fait une espèce d'entraînement mental si on peut dire ça comme ça, sur les transitions. Je me disais la veille, l'avant-veille, tout ça, je me disais ok je sors, alors qu'est-ce que je fais? Numéro 1, allez j'enlève ma combi, je la baisse ici, après j'enlève mes lunettes, mon bonnet, mon truc, tout ça. Et à force de le préparer visuellement, si tu es un peu lucide le jour de la course en fait, avant d'y arriver, bah, tu te dis ok je vais faire ça. Et à force en fait, j'ai pas fait de grosses erreurs. Alors, bien sûr, on peut toujours aller plus vite sur les transitions que j'ai faites, mais je crois que je suis à un truc genre 4 minutes ou 6 minutes à la première et 4 à la deuxième. Enfin, c'est des transitions qui sont quand même assez correctes, je pense. Donc, tu te mets à courir, tu enlèves tout ce qui est combinaison, lunettes, tout ça. Tu récupères ton sac de la transition 1, donc ton sac avec tes affaires de vélo. Dans ton sac, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a ton casque, tes lunettes. Moi, mes chaussures, elles étaient déjà sur le vélo, donc c'est à peu près tout. Ah bah très clairement tu te dessapes. Alors la nudité est interdite. Donc par exemple si tu te disais tiens je me fous à poil et puis je mets une tenue, bah non c'est pas possible. En fait une fois que tu as enlevé ta combi de natation dessous tu as la trifonction. Tu la bazardes dans ton sac de transition que tu réaccroches. Tu mets ton casque, tes lunettes et puis tu cours pieds nus. Donc tu cours pieds nus jusqu'à ton vélo. Tu récupères ton vélo sans faire tomber les vélos tout à côté parce qu'ils sont vraiment bien serrés. Quand tu sors de cette phase de transition, tu as une espèce de ligne au sol et c'est seulement à partir de cette ligne que tu as le droit de monter sur ton vélo. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais tu as 3 mètres de large quoi. Et puis là, donc tu pars en vélo et là tu sais que tu pars pour une balade de 180 km quand même. Moi, mon raisonnement à la base, c'était ok, la natation c'est fait. Maintenant, l'objectif c'est juste de gérer ton vélo parce que la course à pied ça me faisait un petit peu moins peur. Pars pas trop vite, même si c'est une compète et tout, tu sais, le jour de l'épreuve. Il y a tellement une émulation du public de partout et tout, tu te dis allez je bombarde et tout, mais en fait non, surtout pas. C'est 180 km de vélo, moi je savais que j'allais rester à peu près 6 heures dessus, c'est surtout pas au tout début qu'il faut bombarder quoi. Et c'est là que tu te rends compte en fait si tu es bien sorti de l'eau ou pas, parce que moi au moment où je suis sur mon vélo, je vois des vélos de fous furieux passer, des trucs à 15 ou 20 000 euros. Avec des roues lenticulaires, des profils aéros de fou. Et je me dis, ah ouais, il y a quand même de la pointure, donc j'ai sûrement bien nagé. Profil de Nice, absolument pas plat. Il y a un peu moins de 180 km d'ailleurs, je sais même pas pourquoi. Normalement, un Ironman, c'est 180 km de vélo, là il y en avait 171. Au début, c'est assez roulant, ensuite, assez vite, tu pars pour l'arrière-pays et donc ça monte quand même pas mal. Je crois que c'est 2400 ou 2600 mètres de dénivelé positif en 124, 123 km je crois. L'avantage de ça c'est que tu sais que dans les descentes tu vas pouvoir te reposer. Ok, dans les montées tu vas pédaler, tu vas cravacher un peu, mais au moins dans les descentes tu peux te reposer. Sachant qu'à plus à Nice, quasiment les 40 derniers kilomètres en fait bah, c'est que de la descente, ou presque. Le petit tips que je pourrais avoir à donner, les bidons aéros que tu mets sur le cadre, qui ont une contenance ridicule, mais qui sont aéros, quand on prenait des bosses ou des trucs, j'ai dû en voir au moins 8 volets, donc le truc, je sais pas, t'as mis 40 balles dedans, au moindre dodane, il se barre. Et le deuxième tips, c'est dans la descente, surtout pour un profil comme à Nice, il y a 40 ou 45 km de descente, il ne faut pas voir ça comme une grosse récup. Faut essayer de tourner les jambes parce qu'en fait quand tu arrives sur la partie course à pied et que tu n'as pas tourné les jambes pendant une demi-heure, en fait tes jambes au moment où il va falloir les réactiver, elles vont dire oh mon gars ça fait 8 heures que je bosse là, donc en fait tu me laisses tranquille. D'ailleurs enfin tous les mecs qui paraissaient pro ou semi-pro qui m'ont dépassé, même dans les descentes où on est à 60 km/h, ils font tourner leurs jambes, hein. Donc voilà, après tu arrives, il y a une ligne, il faut descendre du vélo et tout. Moi j'avais vu des trucs sur internet pour sortir ton pied de la chaussure avant
poser tes pieds sur les chaussures. Donc dès que tu arrives, en fait, tu as juste un pied à lever du vélo et après tu n'as plus qu'à courir. Ça te faisait perdre le moins de temps possible. Tu déposes ton vélo et là tu cours au sac de transition de la course à pied. Tu enlèves ton casque que tu mets dans ton sac, tu mets tes chaussures. Il y en a qui mettent pas de chaussettes. Moi je mets des chaussettes sur 42 bornes, je trouvais que c'était pas mal. Le truc qui est pas mal aussi, c'est les lacets rapides. Ça se vend dans toutes les boutiques de triathlon. Voilà, je pars sur la partie course à pied. Donc là, tu as 42 bornes. Le truc qui est pas marrant, c'est qu'en fait, au vélo, tu pars dans l'arrière-pays. Donc en fait, tu pars quand même en altitude. Je sais plus, le col de l'Aicre, c'est 1200 ou 1300 mètres d'altitude, un truc comme ça. Donc en fait, tu gagnes quelques degrés. Et quand tu descends, tu arrives le long de la promenade. Et en fait, entre la réverbération du soleil sur les bâtiments qui sont le long de la plage, l'espèce de chaleur qui arrive de la mer, en plus qui est un peu humide, la chaleur du bitume qui est au sol, en fait, tu prends une claque de chaleur. Je crois qu'il faisait 33 degrés. Moi, j'avais l'impression qu'il faisait 45 degrés, quoi. Enfin, c'est étouffant. Donc, compliqué. Là, je pars. Je m'étais mis dans la montre une allure autour de 5,30 au départ. Et en fait, je respecte absolument pas ça. Je pars, j'ai les jambes complètement anesthésiées. Ça, c'est un truc à prendre en compte. Et je pars beaucoup trop vite. Malgré tout, je suis bien. Je maintiens ça pendant quasiment 9 km. Et en fait, au bout d'un moment, coup de chaleur. J'ai froid, j'ai la chair de poule, j'ai même vomi. À ce moment-là, heureusement, il y a ma chérie qui est à côté, qui me dit ça va et tout. Je fais ouais, mais là je suis pas au top. Donc je me mets à marcher, elle est le long des barrières, elle me suit. Je vais jusqu'au premier ravito, là je fais un repas, clairement. Je commence à reprendre des forces, je vais au ravito suivant, toujours en marchant. Et là dans ma tête, je me dis, ouais, je suis dégoûté, je vais finir, il me reste 30 bornes, je vais finir en marchant, quoi. Je vais finir demain. Et en fait, à chaque ravito, je mange et je bois beaucoup. Et puis finalement, je commence à reprendre des forces. Et c'est 4 boucles et à la dernière boucle je me sens à nouveau bien, donc j'ai repris la course entre temps. Je me dis allez c'est bon, j'ai pris assez de force. Je fais la dernière boucle sans m'arrêter ou presque, j'ai dû m'arrêter à un ravito. Et la fin c'est exceptionnel. Alors je fais un marathon complètement pourri parce que je suis en plus de 4 heures, je suis à 4h16 ou 4h10, enfin un truc comme ça. Mais en l'occurrence, à ce moment-là, tu penses plus à rien. Tu vois la ligne d'arrivée, il te reste 300 mètres, 200 mètres, 100 mètres. Et il y avait mes parents qui étaient un peu avant le sas final. Là, je les prends dans mes bras, je leur dis merci et tout. Et puis il reste 100 mètres, j'accélère un peu, histoire de faire beau sur les photos. Non, j'accélère un peu. Et là, tu passes la ligne d'arrivée. Et alors, je sais pas pourquoi, je passe la ligne d'arrivée. Sur les photos, je vois le seul mouvement que j'arrive à faire, c'est genre, on dirait, j'ai vu Jésus ou je sais pas qui. Tu sais, je me touche comme ça, oh, putain, je suis encore en vie et tout. Waouh, c'est incroyable. Il y a Anaïs juste après l'Arche. On se prend dans les bras et tout, machin. Et là, par contre, tu as des mecs qui sont vraiment en sale état, ouverture de survie, la totale. Le tips d'Anaïs, c'est surtout, t'arrêtes pas, retourne marcher direct. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'avais la chance d'avoir un cousin qui avait un bar à bière 500 mètres plus loin. Du coup, j'ai été me vider une énorme pinte que j'ai galéré à finir d'ailleurs, parce que ça faisait 2 mois que j'avais pas bu d'alcool. Mais ouais, mais du coup, en fait, c'était tellement incroyable comme journée que je pouvais pas rester là-dessus, puisque j'ai fait 11h46. Donc je me suis réinscrit sur un Ironman cette année, le 6 octobre 2024 du coup, à Barcelone. Donc cette fois il y aura qu'Anaïs et moi. On dit le premier c'est pour finir, le deuxième c'est pour souffrir. Et bah là ça va être pour aller chercher un chrono et là du coup j'ai repris l'entraînement costaud quoi. Salut, moi c'est Bastien, sur le recap de l'Ironman. Mais de toute façon, vous inscrivez pas après. Des fois, je fais. J'ai senti quand j'ai fait, je fais merde, faut pas que je le fasse. Ah, mais s'il est là, il est là, Fleury. Colonne, ton bassin. J'ai envie de pisser. Tout le monde, je ferais bien pipi, je ferais bien pipi. Et vas-y, fais pipi, parce qu'après sur le vélo tu pourras pas, fais pipi. Parce que là c'est l'heure d'aller faire caca. Y'a quoi?